Le CNRS, un nom qui évoque l'excellence de la recherche française. Pourtant, aujourd'hui, cette institution prestigieuse est au cœur d'une véritable tempête. On parle de censure, de pression, de controverses, bref, les critiques fusent de toutes parts. On va décortiquer ensemble ce qui se passe dans les coulisses d'un géant en pleine crise. Un coup dans l'aile. Voilà, la phrase est lâchée. Elle est tirée d'une de nos sources, elle résume parfaitement la situation. C'est fort, c'est direct, et ça donne le ton de notre analyse. On va voir pourquoi le CNRS semble vaciller. Et le premier dossier brûlant sur la table, c'est évidemment le conflit à Gaza. C'est un sujet où la liberté académique, la liberté de parole des chercheurs, vient se fracasser contre les réalités politiques. Et ça crée des étincelles. Et là, attention, l'affirmation est extrêmement grave. On nous parle d'une chercheuse, une scientifique reconnue et même primée par le CNRS, qui aurait été convoquée par sa direction. La pression aurait été telle juste pour ses opinions qu'elle aurait fini sous antidépresseurs. C'est quand même assez dingue. Alors forcément, la question qu'on se pose, c'est « mais qui est cette chercheuse ? De qui parle-t-on exactement ?» En recoupant les informations, un nom bien précis commence à circuler avec insistance. Bon, il faut être clair, le CNRS ne confirme rien officiellement. Mais toutes les analyses semblent pointer vers Stéphanie Lath Abdallah. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est une historienne et anthropologue, directrice de recherche, médaillée du CNRS et surtout une des plus grandes spécialistes de la Palestine. Et cette pression, elle ne reste pas confinée dans les bureaux du CNRS. Non, elle déborde, et elle va même jusqu'à l'arène judiciaire. L'affaire François Burgat en est l'exemple le plus frappant. L'engrenage est assez vertigineux. Tout part d'un simple retweet en janvier 2024. Quelques mois plus tard à peine, ce chercheur, même à la retraite, se retrouve en garde à vue. Cette escalade montre bien à quel point l'atmosphère est devenue électrique. Il faut bien mesurer le poids des mots. L'accusation qui pèse sur lui, c'est « apologie du terrorisme ». En France, et surtout quand ça se passe en ligne, ce n'est pas une petite affaire. On parle de peines qui peuvent aller jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. C'est énorme. Et voilà le nœud du problème. On a deux mondes qui s'affrontent. D'un côté, l'accusation qui dit « vous présentez le Hamas comme une résistance légitime » et de l'autre, la défense qui répond « non, c'est une opinion politique, c'est une atteinte à la liberté de recherche ». C'est parole contre parole, et les deux visions semblent totalement irréconciliables. Mais le malaise ambiant, il ne date pas d'hier et ne concerne pas que l'actualité internationale. Il plonge ses racines bien plus profondément dans la façon dont le CNRS et la France gèrent le lourd héritage du passé colonial. Alors là, on est face à un paradoxe assez incroyable. Le CNRS finance et produit des tonnes de recherches sur la colonisation, mais en même temps, ses propres chercheurs se heurtent à des murs en permanence. L'accès aux archives est un parcours du combattant, on leur sort le secret défense à tout bout de champ. C'est comme si on les laissait travailler, mais sans leur donner tous les outils pour aller au bout. Donc, quand on met tous ces éléments bout à bout, la question se pose, et elle est cruciale. Est-ce que ce sont juste quelques incidents isolés, des dérapages, ou est-ce qu'on assiste à une attaque en règle contre la liberté de recherche elle-même ? Et la critique la plus acerbe, la plus violente peut-être, elle vient de l'intérieur. Une de nos sources n'y va pas par 4 chemins et s'en prend à des figures très connues du CNRS, des intellectuels qu'on voit beaucoup dans les médias, qualifiés ici de lâches et de kékés, qui feraient les malins à l'extérieur, mais qui, au fond, ne défendraient pas leurs collègues en difficulté. Ça pique. Si on fait le bilan, le tableau est assez inquiétant. On a des pressions qui viennent de partout, de la justice, de la hiérarchie universitaire, du gouvernement lui-même, de l'opinion publique, et même des reproches de lâcheté en interne. Ça fait beaucoup pour les épaules des chercheurs. Et tout ça nous laisse avec une dernière question qui est sans doute la plus importante. Dans une société aussi divisée, aussi polarisée que la nôtre, est-ce qu'il y a encore de la place pour une recherche qui pose les questions qui fâchent ? Ou est-ce que la science doit se contenter de ne surtout déranger personne ? Le débat est ouvert.